L'île de Terre-Neuve est un lieu d'une beauté scénique incroyable et d'une culture du vieux continent. Si les influences culturelles prédominantes sont anglaises, irlandaises et écossaises, plusieurs des premiers colons de l'île de Terre-Neuve étaient français. Les Français sont présents sur l'île de Terre-Neuve depuis plus de 500 ans et ont pêché sur les côtes jusqu'en 1904. Une des premières stations de pêche établies dans la région était l'île Rouge. Quelle est son histoire et quelle est son importance aujourd'hui? Je suis un oufie qui parle français, né ici dans cette belle baie. Tout le monde nous dit qu'on est chanceux parce qu'on vit au pays du bon Dieu. Pour répondre à ces questions, je vais parler avec un descendant des premiers habitants de l'île Rouge, Dwight Corneck de la petite village française de la Grande-Terre. Dwight! Hey, comment ça va? Oh, ça va bien. Tu vas me montrer quelque chose aujourd'hui? Oui, on y va. Après mes connaissances, l'île Rouge a été explorée un peu par les Basques il y a des centaines d'années. Je savais que les Basques avaient nommé l'île San Jorge. Les pêcheurs ont commencé à s'y installer. C'était après la guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre. Et les Français ont dû céder tous leurs droits en Amérique du Nord. Le Bas-Canada, l'Acadie, puis Terre-Neuve était déjà la position de l'Angleterre. Les Français ont juste gardé Saint-Pierre et Miquelon, les deux îles au sud de Terre-Neuve, comme département, mais aussi ils ont gardé des droits de pêche tout le long du côte nord-est au début. Et ça s'appelait the French Shore. Au début, le French Shore, ça allait jusqu'aux péninsules du Grand Nord, ici à Terre-Neuve. Et plus tard, dans les années 1800, après qu'ils ont changé les limites, les Français ont pu faire la pêche sur la côte ouest de Terre-Neuve aussi. C'est la raison pour laquelle les Français sont arrivés sur la côte ouest un peu plus tard. C'était les années 1800. La plupart qui sont venus étaient des Bretons. Ils sont établis ici, mais pas en permanence. Ils n'en avaient pas le droit. C'est juste une industrie saisonnière. Ils sont installés là sur l'île Rouge. Ils ont bâti des habitations temporaires. Il y avait des cabanes de pêche en bas sur la plage. C'était le début de l'habitation de l'île Rouge. En 1830, ils ont commencé l'habitation de l'île Rouge permanent. Ils ont essayé. Oui, ils ont essayé. Il y avait comme 50 personnes, mais ils n'ont pas duré. Ils n'ont pas duré parce que si on regarde le golfe du Saint-Laurent ici et les vents qui sont vraiment prédominants ici de l'ouest dans cette région de la péninsule de Port-au-Port, ce ne sont pas des conditions très, très agréables. Et l'île Rouge, comme on peut constater, il n'y a pas d'arbres. Ils ne sont pas restés parce qu'il y en a, tout d'abord, ils voulaient éviter la guerre en Europe et la conscription de l'armée française ou leur marine. Ça fait, pour s'échapper, il y a des gens qui sont décidés, ah bon, ce serait beaucoup mieux de s'établir ici à la Grande Terre, parce que de leur point de vue, l'île Rouge, ici, c'était la Grande Terre. Il y avait les autorités anglaises sont venues ici de temps en temps chercher les gens qui se sont établis ici de façon illégale. Mais aucun problème, ils se cachaient dans les bois, ils allaient se fuir. Puis, il n'y avait pas de route, il y avait des sentiers de vaches, c'était boueux. Il n'y avait pas grand-chose que les autorités pouvaient faire. Ils n'ont pas réussi à arrêter les gens de s'établir ici à la Grande Terre. Parmi les premiers 50 à l'île Rouge, tu as des parentés, hein? Des ancêtres, ce serait de la part de ma grand-mère, Corneck, née l'aîné. Mon grand-père, Jacques Corneck, qui est venu de la Bretagne, c'était sa langue maternelle, le breton. Puis il parlait français comme langue seconde. Il s'est établi au Cap. Et après le décès de sa première femme, il a décidé de s'établir ici à la Grande Terre avec le cadet de la famille. Il a épousé une deuxième femme.
Oh, il y a des histoires vraiment intéressantes ici que j'ai entendues. Apparemment, il y avait un monsieur, il refusait de retourner en France. La mer était vraiment houleuse, hein? C'est un périple de 1,6 km. Donc, c'est une assez longue distance pour nager. Et si on ne sait pas comment nager, bon, on ne prend pas des chances, on risque la mort. L'ingéniosité lui est venue et voilà mon petit bateau. C'est caché dans un baril de mélasse. Ça fait, il a flotté ici jusqu'à la Grande Terre et il s'est établi ici. Une fois que les gens sont installés ici à la Grande Terre, ils ont abandonné tout ce qu'il y avait sur l'île. Comme il y avait des habitations plus raffinées en haut de l'île, ce qui se trouvait en bas, les cabanes pour les pêcheurs. Mais aussi, il y avait une cannerie à homards, il y avait un four à pain, il y a même un cimetière. Si vous y allez maintenant, on peut trouver les ruines de certains des bâtiments qui étaient là. Mais si tu peux monter la falaise. Oui, si tu peux monter la falaise par la grande échelle. Et ça, c'est un défi, parce que cette falaise est assez haute, hein? Il y a des ruines, quelques ruines, pas beaucoup, parce que le temps dans l'Atlantique du Nord et dans le Golfe, après quelques centaines d'années, Mère Nature, elle fait son travail. Mais tout ce qui reste maintenant, c'est un phare automatique. L'histoire de la région peut parfois être difficile à retracer. La plupart de l'histoire locale a été passée à travers des contes et ce sont maintenant des légendes. Ici, c'est tellement une tradition orale. Oui. Les gens, ce n'était pas une histoire à l'écrit parce que leur niveau de scolarité, ma grand-mère par exemple, 3e année. Pourquoi 3e année? Parce qu'elle a fréquenté une école anglaise, forcément, et elle ne parlait pas un mot d'anglais. Pas un mot, elle ne savait pas ce qui se passait à l'école, elle a été élevée tout en français. Mon grand-père, un peu plus que ça, mais lui, il a beaucoup appris en voyageant autour du monde. Même ma mère, elle a fini en 8e année ici, St. Anne's School. En 8e année, elle a dû aller à Lourdes pour continuer son éducation. Elle a duré 1 semaine. Malgré les expériences négatives que de nombreux enfants français ont endurées à la petite école anglaise Sainte-Anne, le Comité du patrimoine de la Grande Terre l'a transformé en musée. Ce bâtiment, la construction a débuté les années 1910 et ça servait comme une école où la langue du dominium de Terre-Neuve était imposée sur les gens qui étaient ici, même s'ils n'avaient pas le droit d'être ici. Ça, c'était une partie négative de l'assimilation. En 1974, ils ont décidé de fermer l'école. La population a pu convaincre le gouvernement provincial de Terre-Neuve de construire une petite nouvelle école, juste pour la maternelle, première et deuxième année. C'était converti en chapelle. En 1999, la communauté a construit une nouvelle chapelle. L'édifice était vendu pour 1 000 $ pour les défaire. Puis deux sœurs étaient vraiment touchées par ça. On priait aux membres de leur famille d'essayer de faire quelque chose. Ça fait les membres des deux familles, Sister's Dream, les deux sœurs, ont donné assez d'argent pour racheter l'édifice. Puis ça a pris 10 ans de levée de fonds. Puis voilà le résultat. Aujourd'hui, cette école qui représentait la menace d'assimilation linguistique pour les Français de la Grande Terre sert aujourd'hui à leur rappeler de leur histoire. En tant que musée, elle contient de nombreux souvenirs de ce qu'était la vie dans ce village français isolé sur la côte ouest de Terre-Neuve. Le musée est situé en vue directe de l'endroit où tout cela a commencé, l'île Rouge. Parce que l'île Rouge, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Pour moi, en tout cas, ça fait tellement partie de mon héritage. Les Français ici sont fascinants. Il y a beaucoup d'histoires à explorer. Un sujet qui me tient à cœur, la nourriture.
À la prochaine fois, au pays du bon Dieu. Je suis un oufie qui parle français, né ici dans cette belle baie. Tout le monde nous dit qu'on est chanceux, parce que l'on vit au pays du bon Dieu.